Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce, ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui, je reçois Colombe Saint-Louis et Isabelle Lenoir de Perspective Autonomie en santé mentale. À l'espresso et à l'espresso allongé, Pierre amène son sujet, les croyances limitantes. Notre collaboratrice Catherine Stassin propose sa chronique « Soigner le soignant ». Bienvenue chez nous. Que vous soyez barjo, rigolo, intello ou écolo, vous écoutez Folie douce. J'ai le plaisir d'accueillir mes invités, Colombe Saint-Louis et Isabelle Lenoir. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'émission. On va parler de PASM. Vous êtes directrice générale, Colombe. On va commencer avec vous. En fait, on veut connaître tout sur cette organisation-là. Comment on peut définir qu'est-ce que c'est PASM? Perspective Autonomie en santé mentale, PASM, existe depuis le 29 septembre 2018, un comité d'implantation. Ouais. Le 8 mars 2019, on a eu le premier conseil d'administration. Moi, je m'étais impliqué bénévolement au début de PASM. En mars 2020, on a été reconnu comme organisme de bienfaisance. Moi, je me suis impliqué comme bénévole, mais après ça, le 20 novembre 2023, je suis devenue directrice générale de PASM. Ouais. Et comment on décrit l'organisation? C'est quoi? Quand on veut décrire, c'est une organisation sans but lucratif, mais qui fait quoi en santé mentale? C'est un organisme spécialisé dans la paraidance. Donc, tous nos intervenants sont des paraidants. Et pour rappeler aux auditeurs, les pères aidants, c'est des gens qui ont déjà expérimenté des problématiques de santé mentale qui, à leur tour, aident d'autres personnes, c'est ça? Oui, tout à fait. Ouais. Ils vivent avec des troubles de santé mentale, ils ont été rétablis, et puis maintenant, ils sont des modèles d'espoir pour les gens qui souffrent encore de troubles mentaux. Est-ce que c'était parce que quand l'organisation a été fondée, est-ce que c'est parce qu'il y avait un manque? Parce qu'on parle de père aidance depuis quelques années. On sait qu'il y a un bienfait à ça. Est-ce que PASM a été fondé un peu parce qu'il y avait justement il y avait un besoin? Il y avait un besoin, effectivement. Et puis moi, c'était un peu un rêve pour moi parce que mon passé, j'ai fait 15 ans de père aidance. Je travaillais à l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal. Et puis, je rêvais un jour de transmettre ce que j'avais appris de mon expérience comme paraidante. Comme directrice générale, je peux le faire à PASM. Donc, je réalise un de mes rêves. Et c'est un peu une prise de pouvoir aussi. C'est des gens qui ont une vie, qui ont un vécu, qui ont une expérience, pas des gens finis. Là, on a l'impression que les gens qui ont des problèmes de santé mentale, sont fous, puis les grands préjugés, là. Mais c'est des gens qui peuvent redonner à la société, je pense, c'est intéressant. Tout à fait. Même quand on fait des psychoses ou qu'on a vraiment des grosses difficultés, des grosses souffrances. Moi-même, personnellement, j'ai fait quelques psychoses et je me suis rétablie. Je suis devenue paraidante par la suite, parce qu'avant d'être paraidante, j'étais directrice d'un autre organisme. Mais j'ai vraiment adoré être paraidante parce que de redonner de l'espoir, c'est le catalyseur du rétablissement. Donc, en étant un modèle d'espoir, on aide la personne parce que la personne me disait, par exemple, « Colombe, toi, tu as fait quelques psychoses, puis tu as été à l'université, tu as réussi, tu travailles, tu as élevé ton fils, tu as une vie comme tout le monde. » Puis elle dit, moi, j'ai fait une psychose, puis je fais plus rien de ma vie. Mais là, tu viens de me donner le goût de retourner à l'université, puis de réaliser mes rêves. C'est un encouragement, c'est bon. Oui. Effectivement. J'ai nommé tantôt Isabelle Lenoir. Vous êtes toujours avec nous, Isabelle. Vous êtes responsable des communications et soutien à l'intervention et aussi père aidante. On parle de père aidance, puis il y a une particularité que l'organisme passe, mais j'aimerais ça que vous parliez peut-être de vous. Qu'est-ce qui vous a amené à vous impliquer à cette organisation? Moi, j'ai eu des épisodes en 2000 de crise d'anxiété, phobie sociale. Je faisais des crises de panique intenses, puis je sortais plus de la maison. Donc, ça a été une période très, très difficile. Puis j'ai été dans un groupe d'entraide où il y avait d'autres personnes qui vivaient des phobies, des crises de panique, tout ça. Donc, à travers eux autres, c'était un peu comme de la paraidance, en fait, avant que ça soit nommé paraidance, parce qu'en 2000, il n'y avait pas encore la notion ici, là. Ouais. Et par la suite, c'est ça m'a aidé à me rétablir, à voir que je n'étais pas folle, je n'étais pas toute seule. Puis après ça, j'ai continué dans mon travail, puis à un moment donné, j'ai eu une dépression, puis une autre. Je suis tombée en arrêt de travail, puis
été en dépression pendant 5 ans, sans travailler, vraiment tombé dans le fond du baril. Puis je savais plus dans quoi aller travailler. Donc, j'ai trouvé un programme d'employabilité. Et puis, j'ai fait un stage au Chaînon avec des femmes qui vivent des difficultés. Puis, on a parlé de paraidance. Puis là, j'étais curieuse. J'ai fait des recherches, j'ai trouvé PASM. Puis là, j'ai demandé, est-ce que je pourrais observer comment que ça se passe? Puis là, j'ai été accueillie, puis j'ai pas quitté depuis. De fil en aiguille, bien c'est ça, on s'attache, puis c'est ça, ça fait une belle équipe. Mais la partie que, tu sais, c'est probablement une des seules organisations qui base son activité sur de la paraidance. Exactement. Pas mal uniquement ça, là. On est unique. On est unique. C'est tous les employés et les intervenants aussi qui sont travailleurs autonomes sont paraidants. Ouais. Même l'adjoint administratif, tout le monde. Il y a des fois des organismes qui ont 1 ou 2 paraidants dans leur équipe, mais nous, on n'est que ça. Puis on a des tâches connexes aussi, mais à cause qu'on est tous des paraidants, mais on sait c'est quoi les défis. On est bienveillants entre nous, donc on se complète aussi parce que personne n'a le même vécu, donc on n'a pas tous le même trouble de santé mentale. Donc c'est un plus-value, là, je trouve. Est-ce que le modèle évolue bien? J'imagine que oui. Là, c'est quand même assez récent comme organisation. Mais est-ce que l'évolution est à votre goût, Colombe ou Isabelle? Oui, moi j'étais là depuis 2020. En fait, je suis arrivée en pleine pandémie. Oui, c'est ça. Puis on était dans un sous-sol d'église. Au début, dans une petite salle, tout le monde aussi assis autour de la même table. Et par la suite, on a déménagé dans plus grand. Après ça, on est devenu, là, je ne sais pas si c'est toi qui vas en parler, Colombe? Oui, on est déménagé au 2402 Sainte-Catherine-S à Montréal. Et puis, on a des locaux vraiment plus grands. Et ça nous permet, en plus de faire de l'accompagnement individuel, on fait maintenant du groupe. Mm-hmm. Fait qu'on a fait un groupe d'art-thérapie avec une art-thérapeute. On a une ruche d'art avec des paraidants. C'est plus de l'art non dirigé à ce moment-là. Un groupe d'écriture, animé aussi par des paraidants. Un groupe d'entendeurs de voix et un café-causerie sur leur établissement, animé par des paraidants. Et pour les proches, on a un groupe d'entraide en santé mentale animé par des paraidants familles, qui est un peu différent. C'est une petite variante. Oui, on a 2 paraidants familles. Oui, c'est reconnu aussi la paraidance depuis peu, en fait. Je pense qu'il y a des gens payés, justement, que ce soit dans les milieux hospitaliers ou à Québec, à Montréal, un peu partout. Mais c'est quand même un concept qui est nouveau, mais qui fait ses preuves, je pense. Hein? Oui. Tout à fait. Au départ, PASM, il y avait des bénévoles seulement. Après ça, on a commencé à être payé parce que là, on a grandi, on a commencé à obtenir des subventions. Tout ça, on s'est fait connaître avec le CIUS, tout ça. Puis là, avec l'arrivée de Colombe, elle a installé des politiques. Donc, tu sais, PASM a évolué à ce niveau-là aussi parce qu'elle trouvait important d'avoir des bonnes conditions de travail pour les employés parce que justement... C'est difficile pour les gens, des fois, de trouver un travail quand on a un problème de santé mentale. Il y a beaucoup de stigmatisation dans certains milieux de travail. Mais nous, on est super bien traités. Et si les organisations en santé mentale ne le font pas, qui va le faire? Je pense qu'il faut donner l'exemple. Déjà, peut-être ça peut même donner l'exemple au milieu non santé mentale, d'ailleurs. Ça se peut. Dans le domaine du travail, on encourage que les gens puissent s'intégrer. Puis c'est pas juste des emplois... des fois, des emplois confinés là, pour les personnes ensemble. Je pense que tous les emplois sont ouverts à des gens qui ont des problèmes de santé mentale. Bien, on a eu d'ailleurs dans l'équipe, là, il ne travaille plus avec nous parce que pour des raisons de santé, mais on a eu un paraidant qui s'est fait dire qu'il ne ferait jamais rien de bon dans la vie par son psychiatre. Ouais. Il faisait jamais trop bon, ça, se faire dire ça. Il vit avec la schizophrénie. Ouais. Et puis, lui, il a cru ça, mais il a découvert PASM, il a fait sa formation en même temps que moi. Et il est devenu paraidant. Ça, c'était sa fierté, là. Il faisait pas du temps plein, là. Il faisait du travailleur autonome quelques heures. Mais la fierté de redonner ce qu'il a reçu de nous, c'était pour lui, là... une réalisation. Exactement, là, oui. Ça, une fierté. Il y a beaucoup de gens qui m'ont raconté ça, qui se sont fait décourager... plusieurs personnes qui se font dire des choses comme ça, puis c'est pas vrai que l'être humain,
sais, tout le monde a un peu une richesse en soi, là. C'est juste de savoir la reconnaître puis savoir l'exploiter, là. C'est qu'on n'est pas une maladie. Non, c'est sûr. On est une personne, puis on a des forces. Ouais. Puis nous, on mise beaucoup sur l'approche par les forces aussi, dans nos interventions. Moi, je me rappelle que dans le creux de la vague, j'avais oublié que j'avais des forces. C'est ça, on doute de soi, probablement. C'est parce qu'on ne sait plus de quel bord prendre ça. J'imagine c'est ça qui se passe. On est tellement découragé. Puis vous en parliez tantôt, Isabelle, aussi. Tu sais. Il y a des moments où on est vraiment dans les bas-fonds. Puis là, on se dit, qu'est-ce qui fait qu'on monte? C'est le temps qui arrange les choses? C'est le temps qui nous fait prendre confiance? Comment ça se passe souvent pour... Mais je reviens avec les forces parce que j'ai fait des tentatives de suicide dans le creux de la vague. Ouais. Et puis... c'est vraiment, aujourd'hui, j'ai plus ça, des idées suicidaires. Je meurs dans la vie, je réalise mes rêves, mais je me suis basée sur mes forces. Ouais. C'est très, très, très important. Nos qualités, nos aspirations, nos buts, nos rêves. Apprendre à se connaître puis à reconnaître. On a tous des qualités puis on a tous des forces. Hein? Oui, moi, j'ai eu une psychologue qui m'a dit une phrase qui m'a marquée. Elle m'a dit, parce que j'ai travaillé en pub avant, puis elle m'a dit, Isabelle, avant, là, tu faisais des présentations devant des gens. Tu faisais des trucs, là, tu étais productive et tout. Tu as ça en toi. Rappelle-toi, connecte-toi à ce que tu vivais quand tu faisais ça, puis la fierté que tu avais de le faire. Ouais. Alors, moi, ça m'est resté dans la tête. Puis là, comme là, aujourd'hui, je fais de l'anxiété, moi, dans la vie. Donc, de faire ça, aujourd'hui, l'émission, je suis anxieuse, mais je le fais. Tu sais, je dépasse mes limites. Oui, parce que dans le passé, ça vous est peut-être déjà arrivé, comme on disait, dans un milieu professionnel qui est pas facile, des fois, le milieu du marketing, du monde, le monde de la publicité. Et du web et tout ça. Là. Fait que c'est toujours rush, là, puis on a toujours l'impression c'est toujours pour hier. Ouais. Fait que si vous avez réussi à ce moment-là, il y a quelque chose qui est resté. Là. J'ai ça en moi, c'est ça. Fait que c'est de croire que, justement, l'anxiété, c'est pas ma définition. Ouais. Je ne suis pas l'anxiété et j'affronte mes peurs. Donc, je fais des présentations maintenant. Ouais. Puis à chaque fois je le fais, je suis super fière de l'avoir fait. Ouais. Parce qu'avant, j'aurais décliné tout bonnement. Oui, là. mais c'est bien de pouvoir, d'aller plus loin. C'est intéressant, c'est presque déjà fini. Ça passe tellement vite. Oui, effectivement. Mais j'aimerais qu'on mentionne les gens qui veulent en savoir plus. Vous êtes ouvert à tout le monde, c'est pas juste régional, parce que vous êtes, je pense, un peu dans l'est de Montréal, non, à ce point-là, mais vous êtes ouvert pas mal sur tous les Montréalais qui veulent avoir vos services. Le Grand Montréal. Ouais. Comment on peut faire pour en savoir plus sur PASM? Moi, j'aimerais mentionner, si les gens ont besoin d'accompagnement ou qui veulent participer à nos groupes, ils peuvent contacter le 514-759-7276. Est-ce que vous pouvez le répéter? 514-759-7276. Excellent. Et puis, j'aimerais mentionner que tous nos services sont gratuits. Ouais. Mais c'est sûr que en même temps, on a besoin de dons. Fait que si jamais il y a des gens qui sont sensibles à la cause de la santé mentale, de la paraidance, ils peuvent appeler au même numéro pour faire un don. Et sinon, on cherche sur les réseaux sociaux PASM. J'imagine qu'on vous trouve sur Facebook et ailleurs. Là. Oui, on a une page Facebook. Cherchez Perspective Autonomie en santé mentale. On va vous trouver. Oui, puis on a une page LinkedIn aussi. Ouais. Merci beaucoup, Isabelle Lenoir et aussi Colombe Saint-Louis. Merci d'avoir été des nôtres et bonne continuation. Merci à vous. À la prochaine. À la prochaine. Au revoir. Vous voulez mieux nous connaître et communiquer avec nous? Visitez notre site internet au www.antenne.qc.ca. antenne.qc.ca. Nous voici maintenant rendus au segment Espresso. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Alors ton sujet aujourd'hui, les croyances limitantes. Oui, les croyances limitantes, donc tout ce qu'on possède à l'intérieur de nous, de négatif par rapport à nous-mêmes, par rapport à nos possibilités, etc. Il y en a qui vont appeler ça les pensées négatives. Ouais. Mais de toute façon, j'ai pris ça sur Internet, sur un article qui s'appelle « 10 croyances limitantes et comment les surmonter ». Et j'ai pris ça sur le site asana.com. C'est un site qui traite de psychologie, mais surtout en milieu de travail. Mais si on n'est pas dans un milieu de travail, dans un travail d'équipe, ça peut être intéressant quand même. En fait, c'est la façon de le traiter avec son entourage, finalement.
Alors, c'est crédité à l'équipe Asana. Alors, on nous dit en quoi consistent les croyances limitantes. Une croyance limitante est un état d'esprit ou une croyance à votre sujet qui vous freine d'une manière ou d'une autre. Ces croyances sont souvent de fausses idées que vous vous faites sur vous-même et qui peuvent entraîner un certain nombre de conséquences néfastes. Par exemple, si vous vous dites que vous n'êtes pas doué pour les discours inspirants, vous refuserez probablement toute occasion de partager vos connaissances avec d'autres personnes au sein d'un groupe. Ou encore, si vous devez vous exprimer en public, vous penserez peut-être avoir plus de chances de ne pas y arriver. Ces pensées correspondent à des idées préconçues que vous avez sur votre capacité à vous exprimer et qui brident votre potentiel. Les croyances limitantes peuvent également favoriser un état d'esprit négatif, vous empêchant de saisir de nouvelles opportunités et de vivre de nouvelles expériences tout en affectant votre santé mentale. C'est pourquoi il est primordial de travailler non seulement sur la connaissance et l'estime de soi, mais aussi sur l'identification des biais inconscients, c'est-à-dire les idées négatives, si vous voulez, qui peuvent être inconscientes aussi. Alors, entretenir des préjugés sur autrui entrave votre capacité à collaborer efficacement et a des conséquences directes sur la qualité de votre travail. Les croyances limitantes au travail et les pensées négatives qui en découlent peuvent réduire la créativité et le moral de l'équipe. Supposons que vous travaillez sur un nouveau processus, mais que vous n'avez pas suffisamment confiance en vous pour proposer une meilleure solution au problème. Cette réaction laisse peu de place au partage de nouvelles idées. En tant que chef d'équipe, il est judicieux d'aider les membres de votre équipe à surmonter leurs croyances limitantes pour débloquer leur créativité et leur implication. C'est souvent inconscient, comme tu dis souvent, je pense, peut-être parce que des mauvaises expériences, puis ça fait qu'on l'a comme en nous, mais en pensant qu'on n'est pas capable de faire telle chose. Mais ça peut dater de loin aussi, ça peut dater de l'enfance aussi. Aussi. Oui. Alors, on nous dit en effet, ces croyances négatives peuvent inhiber la prise d'initiative du personnel et constituer un frein à de nouvelles idées innovantes. Recycler de vieilles idées est totalement contre-productif. C'est en faisant preuve d'innovation que l'on obtient les résultats escomptés et pour ce faire, chaque membre de l'équipe doit suffisamment croire en lui-même pour dépasser ses limites. Encourager la pensée positive au travail est une priorité absolue si vous souhaitez que votre équipe donne le meilleur d'elle-même. Les croyances limitantes sont des pensées auto-dévalorisantes qui constituent un frein à votre développement personnel. Des croyances verbales ou langage corporel, en passant par les mécanismes de défense, apprenez à identifier les croyances limitantes les plus courantes pour les surmonter. On nous donne ici, Yvan, 10 exemples courants de croyances limitantes à identifier et à corriger directement. On prend des notes. C'est toujours bon. Tu amènes souvent ça dans tes chroniques, mais je trouve que c'est bon d'avoir des top 5, des top 10. Oui. Ça focus sur la question. Exactement. J'allais dire la même chose. Ben, c'est bon. Tu m'as devancé encore. Vois, c'est ça. Alors, premièrement, on nous dit, par exemple, un exemple courant de croyance limitante, ça peut être, par exemple, « Je ne suis pas capable de gérer ce projet ». Ça peut être aussi « Je suis trop vieux ou trop jeune. Je suis trop jeune pour être manager. » Troisièmement, « Je n'ai pas assez de temps pour me consacrer à mon développement personnel. » Quatrièmement, « Je ne suis pas assez intelligent pour organiser cette réunion. » Cinquièmement, « Je n'ai pas suffisamment d'expérience pour effectuer ce grand changement de carrière. » Sixièmement, « Je ne réussirai jamais dans mon secteur. » Septièmement, je n'ai pas assez d'argent pour profiter de la vie. Huitièmement, je ne ferai jamais partie des meilleurs de mon équipe. Neuvièmement, je ne suis pas assez doué pour demander une promotion. Et finalement, dixièmement, je ne serai jamais un bon leader, vu mon manque de confiance en moi. Et souvent, ce genre de choses-là, c'est des réflexions qui passent un peu. Quelqu'un ne va pas se dire ça nécessairement, mais va le penser. Oui. Ça va comme arriver comme ça. Ça va être inconscient souvent. Inconscient, oui.
c'est ça. Alors, on nous dit, ces types de croyances découlent d'un sentiment de peur que tout le monde éprouve à un moment ou à un autre. La solution est d'apprendre à identifier et à lutter contre ces croyances limitantes afin qu'elles ne vous empêchent pas de déployer votre plein potentiel. Vous vous convainquez vous-même que vous n'en êtes pas capable et que vous ne le serez jamais dans le but de vous protéger. Mais en fin de compte, ces croyances vous empêchent de donner le meilleur de vous-même et d'aider votre équipe à se dépasser. Il convient d'identifier vos propres croyances limitantes lorsqu'elles se manifestent pour revoir la façon dont vous vous percevez. Vous pouvez également renforcer vos compétences en gestion d'équipe en encourageant vos collègues à faire de même. Maintenant, d'où viennent ces croyances limitantes? Les croyances limitantes s'expliquent par un certain nombre de facteurs, mais ont toutes la même origine, soit la volonté de votre cerveau de vous protéger préventivement de la douleur. Alors, je vais m'arrêter ici, Yvan, et je vais poursuivre un peu plus tard dans l'émission. Exactement, à l'Espresso allongé, on poursuivra sur le sujet à Folie douce. À venir dans l'émission, Catherine Stassin propose sa chronique, son sujet, Soigner le soignant. À l'Espresso allongé, Pierre Laporte continue avec les croyances limitantes. Vous voulez échanger avec nous, vous désirez participer à l'émission? Notre site web est antenne.qc.ca. Utilisateur des réseaux sociaux, cherchez Folie douce Radio pour nous trouver. Vous écoutez actuellement Folie douce, pionnier en santé mentale depuis 1991. Folie douce, une communauté, une radio. La santé mentale est toujours au cœur de notre quotidien. Nos chroniqueurs vous présentent leur sujet. C'est maintenant le moment d'accueillir notre collaboratrice Catherine Stassin. Bonjour Catherine. Bonjour Yvon. Alors aujourd'hui, ta chronique « Soigner le soignant », c'est un beau titre. Puis on va voir ce que ça veut dire. Il y a du contenu aussi, c'est pas juste un titre. C'est pas juste une image, un peu de contenu. C'est pas juste l'enveloppe. Là. Parce que qui n'a pas remarqué que nos soignants, qu'ils soient médecins ou infirmières, professionnels de la santé, souffrent aussi de l'imperfection du système de santé, de l'imperfection de son organisation. Et ils vivent beaucoup de stress. C'est dû à différentes choses, hein, un manque de personnel. Il peut y avoir aussi, manque de personnel veut dire aussi trop de charges de travail. On s'épuise. Ça peut aussi être, beaucoup d'entre eux vivent de la violence. Ça peut être de la violence, parce qu'ils sont vraiment en première ligne avec des patients ou souvent même en deuxième ligne. Hein. Oui, souvent la rage des patients va passer sur le personnel, puis c'est un peu dommage, parce que c'est comme la première ligne, là, justement, c'est les premiers intervenants. Oui, c'est dommage. C'est triste à dire, mais c'est vrai que quand on est épuisé, qu'on arrive là et qu'on tombe sur un soignant, en tant que patient, c'est vrai qu'on va un petit peu décharger. À juste titre, oui et non, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas là pour ça, mais... ils deviennent une oreille, ou en tout cas les premiers à écouter. Parce qu'on arrive là dans un état, souvent, et je ne parle pas que de santé mentale, quand on arrive à voir le médecin qu'on voulait voir ou le spécialiste, on a attendu longtemps, il s'est passé des tas de choses souvent, donc on arrive là un petit peu... Voilà. Mais là, je ne suis pas là pour parler du patient cette fois-ci. Je parle vraiment des professionnels de la santé, médecins y compris. Et il faut se dire que même dans le milieu de la santé mentale reste tabou. Alors, l'épuisement, comment faire, comment aider parce qu'en plus, pour la plupart de ces personnes, des gens qui ont envie d'aider. Ils ont, c'est pas pour rien qu'ils sont entrés dans cette profession en général, et ils vont plus s'épuiser et dire mais moi je connais bien ça, les signes du burn-out, de la dépression ou même d'un épuisement, du début d'un épuisement. Donc je gère. Et en fait, ils ne gèrent pas. C'est-à-dire qu'ils gèrent, mais ils pensent qu'ils y arrivent. Et puis, à un moment donné, on ne veut pas non plus lâcher des collègues
Parce qu'ils savent que s'ils s'absentent, c'est le drame pour les autres, et c'est aux autres d'avoir la surcharge de son absence. Donc, ils vont un peu couvrir et aller plus loin qu'un autre travailleur pour essayer de ne pas s'absenter. Bon, ça, c'est une chose. C'est un gros dilemme, là, parce qu'ils travaillent un peu contre leur santé, et puis en même temps, ils se disent, ben, si je m'en vais, ça va être, comme tu le dis, ça va être difficile pour les autres. Voilà, donc eux, c'est sûr que comment faire pour se dire, ben, est-ce que je reste? Oui, mais je sens que je commence à avoir un problème de santé mentale. Quand on examine cette question, ce qu'on remarque surtout, c'est qu'il n'y a quasi pas de données. Quasi pas de données sur la santé mentale des soignants. Or, c'est quand même assez important puisque s'ils ne sont plus là, ça s'effondre, le système. Donc, il n'y a pas de données. Donc, c'est sûr que maintenant, le monde médical pousse à ce qu'il y ait plus de données qui soient enregistrées et pas uniquement l'absentéisme, parce que c'est les données qu'ils ont pour le moment, c'est juste l'absentéisme. Ouais. Parce qu'on fonctionnait dans ce sens-là, dans le sens un petit peu paternaliste. C'est pas assez précis. Ah, t'es là, t'es pas là. Ouais. Mais c'est juste symptomatique de quelque chose. Ouais. Donc, ce qu'on voudrait savoir, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qui se passe. Et bon, maintenant, il faut essayer de faire face à cet épuisement. Qu'est-ce qu'il y a comme différents types de solutions? Eh bien, il y a des solutions qui sont même enseignées dans les nouveaux programmes de médecine maintenant. Et ils commencent par le fait de, écoutez, en s'adressant aux médecins, établissez des priorités. Mais pourquoi établir des priorités? Mais en fait, c'est parce que dans le monde de la santé, et particulièrement peut-être aussi en santé mentale et dans les autres domaines, vous allez me dire ce que vous en pensez, c'est que les gens qui consultent le plus, qui ont le plus accès au monde de la santé, c'est pas toujours ceux qui en ont le plus besoin. Alors, besoin, on s'entend que si on veut voir un médecin, on pense qu'on en a besoin en effet, oui, pour différentes raisons. Mais en matière de psychiatrique, par exemple, c'est pas toujours les personnes qui vont consulter le plus ou qui vont arriver à voir quelqu'un. Parce que c'est difficile. Il faut être outillé, savoir où aller sonner et chercher, etc. Donc, ils apprennent aux médecins à établir des priorités. Est-ce que c'est vraiment une priorité? Et donc, ils leur apprennent à dire, c'est quoi les vrais besoins? Les vrais besoins, c'est de s'adresser aux personnes qui ont le plus besoin, pas ceux qui, entre guillemets, ont le plus de moyens de trouver un médecin ou d'aller à sa rencontre. Alors, je sais qu'on peut beaucoup discuter là-dessus, ça pourrait être un autre sujet. Et il y a une autre possibilité pour les médecins, c'est aussi qu'on leur apprend à prendre soin d'eux. Ça, c'est autre chose, hein, parce qu'on sait le cordonnier mal chaussé, là, c'est bien connu. Et pour ça, on leur apprend les premiers signes. C'est quoi les premiers signes de l'épuisement? Et on leur apprend aussi à dire, est-ce que ça ne vaut pas la peine de s'occuper de soi avant de s'occuper des indicateurs de performance des médecins? Donc, ça sert à quoi de se dire, je vais faire X patients par jour, si soi-même, on n'est pas à l'aise avec ça? Donc, c'est une éducation à faire avec la nouvelle génération et c'est intégré dans les programmes de médecine. Maintenant, il y a également des cours, et ça, je trouve que ça peut beaucoup se discuter. Il y a des cours qui s'appellent, où on va développer leur leadership et on va leur apprendre à travailler en interdisciplinarité. Alors, on comprend bien, par exemple, pour un psychiatre, que c'est très important de travailler aussi bien avec le médecin de famille qu'un ergothérapeute et une travailleuse sociale, par exemple, qui va aider dans le processus de réinsertion, par exemple, après un arrêt dû à une maladie psychiatrique ou même juste une dépression. Donc, c'est sûr qu'il y a besoin de ces liens. On ne peut plus se permettre de travailler en silo, même si on le remarque encore, nous, comme patients, des fois dans le système, on se dit « Oh, ben tiens, il n'est pas au courant. Tiens, on ne lui a pas communiqué. » Mais on se rend compte qu'il y a encore du travail en silo et vraiment, on apprend aux nouveaux médecins, en tout cas, à ne plus travailler en silo. Et moi, je trouve aussi, on leur apprend quelque chose à développer le leadership parce qu'on veut qu'ils gèrent mieux les projets. Je comprends cette volonté. Moi, j'aurais un gros bémol là parce que je trouve que les médecins, leur premier rôle, c'est vraiment d'être médecin et d'être intervenant avec le patient. Je trouve qu'à partir du moment où on peut être un excellent médecin et pas avoir un rôle de leadership ou pas avoir un rôle de bon gestionnaire de projet, pas être bon là-dedans, mais être un excellent médecin. Donc, vouloir un petit peu faire porter ce chapeau-là au-dessus aussi aux médecins, je trouve que
pas ce qu'il y a de plus sage, peut-être pour certains, qui s'avèrent et qui se révèlent, oh mon Dieu, je suis un gestionnaire fantastique de projet, ils pourraient continuer là-dedans et se consacrer en tant que gestionnaire de projet. Mais je trouve que c'est déjà assez comme responsabilité d'être un médecin, et ils ont quand même de belles, grosses responsabilités. Enfin, ça, c'était mon petit bémol. Alors, on peut se dire, mais alors comment on peut réduire aussi cette pression qui est mise sur les soignants, hein, quand on arrive et qu'on fume déjà à voir notre médecin et qu'on se dit on a mis tellement de temps à le voir, on est déjà très énervé. On a l'impression qu'on les dérange. Oui, c'est ça. Souvent, on a cette impression-là. On est supposé avoir une médecine ouverte. C'est ça, un système universel, là, gratuit, entre guillemets. Là. On a l'impression qu'on les dérange, c'est vrai. Et je dois dire qu'il y a beaucoup de monde qui m'ont fait cette réflexion. Dans mon petit monde familial ou amical, je dois dire qu'en effet, donc il doit y avoir un petit peu de vrai. On a l'impression qu'on est là et qu'il faut avoir... récemment, quelqu'un m'a dit, et son père était chirurgien, son père lui avait appris à bien préparer un rendez-vous chez le médecin, alors que lui-même est chirurgien. Ouais. Donc il a enseigné à sa fille comment bien faire pour aller voir le médecin. Voilà, c'est choses très précises. Et il voulait vraiment s'assurer que tout se passe bien. D'optimiser le temps, mais encore. Enfin, donc nous, quand on arrive là, en fait, on peut juste essayer de faire autant que faire se peut. Preuve d'humanité, autant qu'on voudrait que eux fassent preuve d'humanité envers nous. Et donc, peut-être se dire, OK, il n'a pas eu la journée facile, il a eu X médecin. Mais on peut faire savoir aussi, je comprends que vous avez X minutes pour me voir, etc. Voilà. Mais moi, j'ai attendu 6 mois pour vous voir, ou j'ai attendu je ne sais pas quoi. J'aimerais pouvoir vous parler et vous raconter l'ensemble de ce que j'ai à vous dire. Ouais. Et je crois que juste s'annoncer comme ça, et tout en s'éduquant soi-même, comme je vous parlais là, de faire une liste peut-être concise, pas juste pour être performant, c'est une liste pour être sûr de ne pas oublier certaines choses et pour faciliter le travail du médecin. Tandis que si on commence à raconter sa vie, on va dans tous les sens. C'est vrai qu'on peut oublier sur place. On va oublier, tandis que si on prépare une petite liste, on dit voilà, aujourd'hui, et on s'annonce, on dit je vais vous parler de ça et ça et ça et ça, je vais être sûr que ce soit fait, sinon je verrai personne avant 6 mois. Ouais. Et donc, je pense qu'il va apprécier autant... c'est quand même dommage qu'on s'en soit rendu là. On en est rendu là, je pense, oui, malheureusement oui, mais je pense qu'en attendant que tout ça s'améliore, il faut que chacun arrive à remettre un petit peu d'humanité où il n'y en a plus du tout. Mais on peut comprendre que les soignants peuvent avoir des problèmes eux-mêmes parce que c'est quand même pas des bonnes nouvelles. On va pas voir le médecin pour dire bonjour, ça va bien, comment ça va, cher médecin, etc. C'est plutôt pour des problèmes un après l'autre. Là. De lui, il voit plein de gens avec plein de problèmes. Donc, c'est surtout un omnipraticien, là, en général, les gens, c'est plutôt de la fatigue. Ils peuvent s'épuiser assez vite, là, surtout s'ils prennent vraiment leur tâche à cœur. Ouais. Moi, j'ai connu une médecin qui disait que dans sa journée, pour être bien, il fallait que minimum elle fasse 2 séances de méditation dans la journée pour être sûr d'arriver au bout de la journée. J'ai entendu ça aussi, même c'est un médecin qui priait parce qu'il se disait j'ai besoin d'un moment pour... Chacun fait ce qui parce que lui permet de passer la journée. On peut comprendre que les soignants, puis tu parlais tantôt des infirmières, des intervenants, préposés, tout ça, qu'eux aussi ont des difficultés, là, effectivement. Voilà. Alors, qui d'autre peut intervenir dans ce processus? C'est aussi les gestionnaires. Les gestionnaires dans le monde de la santé, ils doivent être éduqués. Ils doivent comprendre ce que c'est la santé mentale, l'épuisement, l'absentéisme, qu'est-ce qu'il y a derrière. Et si eux montrent l'exemple en parlant ouvertement de santé mentale, ça va peut-être faire avancer un petit peu. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il faut, idéalement, pour remettre un petit peu d'humanité dans le système, c'est essayer d'avoir une approche holistique, entière, donc prendre l'être humain dans son entièreté. Mais pour ça, en effet, ce que je viens de dire peut être très connexe, c'est-à-dire qu'il faut avoir du temps pour ça. Parce qu'il faut comprendre la personne dans son entièreté. D'accord? Donc, c'est des changements majeurs qui ont besoin d'être faits dans le système pour qu'on retrouve cette relation patient-soignant de confiance et pour que le soignant, lui aussi, se sente à l'aise là-dedans. Parce qu'il a choisi ça pour être bien dans son métier, parce qu'il aimait ça. Et en fait, il est confronté à une machine énorme qui est très imparfaite pour le moment. Et donc, il faut comprendre ce côté-là. Et il faut aussi que la nouvelle génération là ne baisse pas les bras, les médecins qui arrivent, les infirmiers qui arrivent et les autres travailleurs de la santé face à ce système assez lourd, qui restent mobilisés,
qu'eux fassent leur possible pour faire changer auprès de leur gestionnaire des choses qui peuvent améliorer l'humanité du système qui est très relative en ce moment. Comme à l'habitude, Catherine, tu as toujours des liens intéressants qu'on va mettre sur notre site web dans la section mentionnée à Folie Douce, là, sous ta chronique « Soigner le soignant ». Il y a des liens intéressants où on peut en apprendre un peu plus, lire un peu plus sur le sujet. C'est très intéressant. Merci beaucoup pour cette chronique. Merci, Yvon. Et à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Vous syntonisez l'émission Folie Douce, celle qui vise à changer les perceptions négatives reliées au monde de la santé mentale. Nous poursuivons au micro avec l'Espresso allongé, le sujet « Les croyances limitantes », Pierre. Oui, les croyances limitantes, ou on pourrait dire les pensées négatives, qu'elles soient conscientes ou inconscientes, surtout en milieu de travail, ici, d'après cet article. Ouais. En fait, le travail en équipe, c'est le milieu de travail qui intéresse ce site Internet. Ouais. C'est le site qui s'appelle asana.com. Alors, j'étais en train de vous dire... j'étais rendu à expliquer d'où viennent les croyances limitantes face à vous-même. Alors, les croyances limitantes s'expliquent par un certain nombre de facteurs, mais ont toutes la même origine, soit la volonté de votre cerveau de vous protéger préventivement de la douleur. Parmi ces déclencheurs, on retrouve la peur, le syndrome de l'imposteur et les expériences passées. Généralement, les croyances limitantes apparaissent dès le plus jeune âge, puis évoluent et se réinventent progressivement tout au long de notre vie. Que vous ayez vécu un événement douloureux qui vous fait craindre de revivre un moment similaire ou que vous ayez peur de ce qui vous attend, les croyances limitantes peuvent empêcher la formation de nouvelles croyances positives. Identifier la cause de vos croyances limitantes est un excellent moyen de comprendre le processus de réflexion qui les sous-tend et de commencer à les surmonter. Cela dit, il existe un certain nombre de techniques supplémentaires que vous pouvez mettre en œuvre pour surmonter vos peurs au travail. Il y a aussi des milieux qui sont dynamiques, où les gens vont comme être un peu, ils vont nous entraîner à ne pas avoir peur. Fait que ça aide aussi d'avoir un milieu qui va comme encourager les personnes. Oui, ça peut être aussi par des vétérans du milieu. Oui, des vétérans. Ouais. Ceux qui veulent nous aider, en tout cas. Ben oui. Alors, si le fait de pouvoir identifier vos croyances limitantes peut vous aider à les corriger sur le moment même, apprendre à les surmonter demande du temps et de la pratique. Voici donc 4 conseils qui pourraient vous y aider. Premièrement, identifiez et notez vos croyances. La première étape pour surmonter vos croyances limitantes est de les identifier. Souvent, ces croyances prennent plus vite la forme de pensées que de paroles formulées à haute voix. Mettre ces pensées sur papier peut vous aider à faire le tri entre fiction et réalité et vous permettre de voir à quel point elles sont fausses. Le fait de consigner vos pensées dans un journal peut contribuer à atténuer le stress associé à une croyance. Vous pouvez également vous demander si ces pensées auront une incidence sur vos 10 prochaines minutes de travail. Si ce n'est pas le cas, refermez votre journal et laissez vos pensées négatives de côté. Bien qu'il s'agisse avant tout d'un exercice individuel, vous pouvez encourager votre équipe à le faire chaque matin. Vous pouvez également créer une réunion hebdomadaire au cours de laquelle les membres de l'équipe partagent leurs croyances limitantes avec leurs collègues s'ils le souhaitent. Ainsi, vous donnez aux membres de votre équipe la possibilité de renforcer leur confiance en eux. Toutefois, précisez bien que la réunion est totalement facultative et prévoyez d'y participer vous-même afin de montrer l'exemple. Je suis loin d'être certain qu'il y a beaucoup de milieux de travail qui mettent ça en pratique. Ça serait une belle chose à faire, mais je suis loin d'être certain que ça se fait. Oui, mais si ça donne des résultats, probablement qu'il y en a qui vont le faire, par exemple. Oui, c'est ça. S'il y en a quelques-uns qui le font, ça va quand même aider. Ouais. Alors, deuxièmement, vérifiez l'exactitude de vos pensées. Si mettre vos pensées par écrit n'est pas suffisant, il peut être utile d'analyser si vos croyances proviennent d'une source sûre ou sont le fruit de votre imagination. Approfondir vos croyances limitantes peut vous aider à les voir pour ce qu'elles sont vraiment. La prochaine fois que vous avez une croyance négative, faites une pause et analysez cette pensée. Déterminez si elle est limitante et s'il existe des preuves concrètes pour étayer votre croyance. Déterminez si votre pensée vient de la peur de l'inconnu ou d'une expérience passée.
Le perfectionnisme peut être totalement contre-productif et vous pousser à baisser les bras en cas de problème. Pour lutter contre ce phénomène, demandez l'avis des membres de votre équipe. Si vous doutez de l'exactitude de votre croyance limitante, posez-leur la question. De cette façon, vous recevez un point de vue objectif différent du vôtre, ce qui peut vous aider à distinguer les faits réels des idées que vous vous faites. Troisièmement, utilisez des affirmations positives. Utiliser des affirmations positives est le meilleur moyen de vous débarrasser des croyances limitantes. Les affirmations sont les phrases que vous vous répétez à vous-même afin de renforcer votre confiance en vous. Formulez des affirmations positives pour transformer vos croyances limitantes en croyances positives. Par exemple, si vous vous dites que vous n'êtes pas assez doué pour obtenir une promotion, reformulez cette croyance en vous répétant que vous travaillez dur et que vous méritez une récompense. Par conséquent, vous pouvez éliminer toute pensée négative en la rendant positive. Il existe plusieurs techniques, mais le fait de formuler ces pensées positives à haute voix, à vous-même ou à d'autres personnes, peut aider à renforcer la croyance en question. Vous pouvez utiliser cette technique en cas de pensée négative ou l'intégrer dans votre routine quotidienne pour éviter les croyances limitantes. Et quatrièmement, ne baissez pas les bras. Pour finir, ne baissez pas les bras en cas de croyances limitantes. Tout le monde a des croyances limitantes. Même les leaders et les entrepreneurs que vous admirez. C'est très humain. Alors, je m'arrête ici. Là. Merci Pierre pour ce sujet, les croyances limitantes. Vous aimeriez réentendre nos émissions, entrevues et chroniques via YouTube? Pas de problème. Pour y accéder, visitez notre site web antenne.qc.ca. antenne.qc.ca. Avant de terminer ce rendez-vous de Folie douce, je tiens à te remercier, Pierre, pour ton travail en régie, comme à chaque semaine. Bienvenue, mon cher. Et également, te remercier pour ton sujet. Tu nous as parlé à l'espresso et à l'espresso allongé des croyances limitantes. On a appris pas mal de choses. Merci pour ça. Nos invités en début d'émission, Colombe Saint-Louis et Isabelle Lenoir, nous ont fait connaître mieux Perspective Autonomie en santé mentale. Notre collaboratrice, Catherine Stassin, était aussi des nôtres. Son sujet, Soigner le soignant. C'était donc Folie douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine. Au revoir.